Hey, salut tout le monde, c'est Tommy au micro, bien content d'être avec Florence. Allô Florence? Hey, allô? Et on est aussi avec le très mystérieux Oui, Bruno, on a établi ça. le plus mystérieux que jamais. Et Ouais. aujourd'hui, à Critique Exquise, on a écouté de la bonne bobine, puis on va essayer d'en jaser. Je viens de l'écouter, moi, les Innocents. Et ben voilà, c'est Florence et Bruno, je pense qu'ils avaient proposé la dernière fois. Moi, ça impliquait une série télé, fait que j'ai un petit peu dosé off là-dessus. Je m'excuse encore une fois, les amis, mais j'ai été très content d'écouter ce film-là. Le design était fabuleux, l'utilisation des ombrages aussi, c'était conséquent hein, pour une affaire de 1961. Toi, Mhm. Florence, tu dis que c'est une histoire qui est beaucoup plus vieille. Oui, en fait, c'est adapté de la nouvelle The Turn of the Screw, que je mélange toujours avec The Taming of the Shrew Oui, de effectivement. Shakespeare. The Turn of the Screw, en fait, c'est l'histoire d'une bonne, en fait, c'est une gardienne d'enfants qui est recrutée par un monsieur très, très riche pour qu'elle puisse s'occuper de son neveu et de sa nièce. Et en fait, son neveu et sa nièce habitent dans un manoir avec une domestique et quelques autres domestiques qui leur servent à manger, mais surtout la gouvernante. Et cette nouvelle gouvernante va reprendre le flambeau de l'éducation des enfants. C'est juste qu'il s'est passé un drame dans la vie des enfants. Ils avaient un précepteur, c'est ce qu'on appelle, et une intendante, une gouvernante. Et le précepteur avait une espèce d'influence néfaste sur leurs professeurs et sur eux autres mêmes. Et le précepteur a passé l'arme à gauche ainsi que la professeure, mais leur emprise sur les enfants reste encore présente dans le manoir et la nouvelle gouvernante doit aider à libérer les enfants de cette présence-là, ou du moins la comprendre. Oui. Voilà. Puis c'est comme, je veux dire, il peut y avoir des versions de cette histoire-là qui font que les fantômes sont plus des souvenirs que des vrais fantômes. Là. Si les enfants puis tout le monde habitait comme en semi-huis clos, ben, à un moment donné, les Ben, personnalités C'est peuvent ça. se c'est mélanger. c'est sûr Les que si on habitudes entre survivent ouais. aussi. C'est sûr que si on entre dans le vif du sujet immédiatement du film The Innocents, je pense qu'on parle d'un chef-d'œuvre d'ambiguïté, là, en fait. Oui. Ouais. On est vraiment dans un film qui c'est un film d'horreur, mais je veux dire, la première ligne qui dit c'est avez-vous une imagination dans le premier dialogue, la première ligne de dialogue qui est donnée, c'est est-ce que vous avez une imagination? Puis on part de là. T'sais. Fait que d'ailleurs, cette scène-là, magistralement tournée, hein, Oui. il y a énormément de différents angles de caméra pour une scène aussi simple. Yes. Et je pense que ça crée vraiment déjà cette espèce de confusion-là un peu au début directement. Genre, t'es vraiment dans son état d'âme à elle, tu sais, où est-ce qu'elle est comme. Elle Elle n'est est pas un peu sûre elle est déstabilisée, déjà ouais. beaucoup déstabilisée, tu sais. Fait que ça crée déjà énormément d'ambiguïté d'entrée de jeu, je pense, dans le film. Ouais, fait que moi, c'est ça. Là, je pense qu'on parlait d'ambiguïté déjà, on commençait à parler Oui. d'ambiguïté déjà, puis je pense que tout le long du film, c'est un film qui est énormément dans l'ambiguïté. Oui, puis c'est. En fait, c'est vraiment, on y a touché un peu, là, mais le jeu du clair-obscur, de jouer avec la lumière, de jouer avec les ombres, il y a une scène en particulier dans ce film-là qui m'a comme jeté à terre la première fois que j'ai vu ce film-là. C'est, on voit, on finit par voir ce qui s'est possiblement passé avec les enfants. Puis, il y a une présence qui se tient derrière une vitre. Et tout ce qu'on voit, en fait, la présence se recule. On ne sait pas si c'est une vraie personne ou si c'est une présence. Mais en fait, cette chose-là recule. Et tout ce qu'on voit qui reste, ce sont les deux lumières dans les yeux de cette présence-là. Et que qu'on puisse capter ça à la caméra en 1961, ça, wow. Genre, pour moi, c'était un. Genre, j'y ai donné plein de fleurs à ce moment-là. J'ai fait comme.
let's go, c'est mon jam, tu sais. Puis, mais tu sais, il y a aussi ça, puis il y a aussi la présence des enfants qui est... en fait, les enfants agissent pas comme des enfants non plus. Fait que ça rajoute à une atmosphère qui commence à être de plus en plus lourde dans le manoir. Puis, il y a Flora, la plus jeune, qui chante comme une affaire... T'sais, la toune est vraiment innocente au début, puis plus elle avance cette toune-là, puis plus elle devient genre glauque. Mm-hmm. Puis c'est, en tout cas, pour moi, genre juste cette affaire-là où un enfant chante puis c'est innocent jusqu'à temps que tu fasses comme arc, non, c'est plus innocent pendant toute son affaire. Là. Fait que, le poème aussi que le kid il récite, là, c'est assez. Ouais. Ça parle de laisser rentrer une entité, puis tout, là, mon sauveur, puis c'est celle-là. Dessus. Voilà, hein, c'est un film éminemment victorien. À date, j'ai commencé un petit peu la série, là, le Bly Manor, mais j'aime beaucoup plus, moi, le style victorien, puis les grandes fenêtres comme ça, puis tout, que en tout cas, j'ai commencé l'autre, je verrai. Ouais. Là, je garantis pas que je vais finir, surtout qu'on va en parler là aussi, mélangé à ça. Mais ouais, j'ai trouvé aussi que le kid, c'était un acteur solide. Je n'ai pas fait la suite, mais d'habitude, des acteurs enfants, c'est quand même des c'est un gamble. Oui, c'est ça, exactement. C'est quelque chose que tu ne sais pas si à un moment donné ça va casser, mais pour avoir toute cette pression-là sur lui, je pense qu'il s'en est très bien sorti. Les décors sont fabuleux dans ce film-là. La bâtisse a l'air grandiosement grandiose. Là, puis tu sens le face. J'ai beaucoup aimé la première scène où on sent que le fait que ces deux enfants-là, il n'y ait comme pas de parents, c'est devenu, je veux dire, la relation qu'un enfant a avec ses parents, c'est déterminant sur pas mal d'affaires. Puis on comprend pourquoi que ces deux kids-là pourraient évoluer comme un peu tout croche du fait que les présences parentales, ça a été Quint, qui est comme une espèce de pas correct, la manière qu'on entend parler. Puis la madame qui était assez soumise aussi de la manière qu'on entend parler. Fait que c'est sûrement des traits qui se sont transférés aux enfants, vu qu'ils habitaient tout seuls avec. Puis que la vieille impressionnable, madame, etc. c'est ça. Là, la vieille madame, l'espèce de cuisinière, je veux dire, elle était plus comme un témoin qu'une actrice là, dans ces affaires-là, j'ai l'impression. J'ai beaucoup aimé, comme tu disais. Oui, excuse-moi, vas-y, Florence. Non, c'est en complément d'information. Je pense que tous les habitants de la maison ont essayé de protéger les enfants contre l'influence néfaste de Peter Quint, puis de la professeure qui est tombée sous le charme de Peter Quint. Puis que, mais tu sais, comme leur rôle, en fait, leur rôle dans cette histoire victorienne-là les empêche d'aller plus loin dans leur... Une cuisinière ne pourra pas prendre le rôle d'un précepteur. Oui, c'est sûr et certain. Oui, et puis on sent énormément même la position de la femme dans ce film-là, je pense, il y a beaucoup de t'es sûr que tu veux parler de ces affaires-là parce qu'ils vont penser que t'es folle, puis blablabla. Puis là, qu'est-ce qui arrive à une madame qu'on dit qu'elle est folle dans ce temps-là? C'est à l'asile, puis c'est électrochoc, puis c'est lobotomie, puis c'est pas le fun en esti, là, tu sais. Même la manière que le kid de 10 ans parle à la madame qui est comme supposée être la figure d'autorité, je pense qu'on dirait qu'il réalise qu'il fait juste lui prêter de l'autorité en attendant. Même la manière aussi qu'il parle à sa sœur, c'est pas mal. Il est comme overprotecteur où il se donne des pouvoirs qu'il n'y a pas nécessairement, justement, pour peut-être montrer qu'il y a une position de la femme qui est en train de s'encourager puis de se préparer. Puis il y a aussi c'est ça, c'est... On suit aussi pas mal la psyché des enfants, là, aussi de voir que des enfants qui ont perdu leurs parents aussi jeunes prennent aussi une responsabilité d'adulte, de les voir comme agir en tant qu'adulte, mais d'avoir, tu sais, il y a quelque chose de vraiment croche dans le fait que tu vois un enfant agir comme un adulte, puis c'est ce qui, comme, débalance, en fait, tous les autres personnages qui font comme, attends une minute, là, genre, t'es pas censé parler de même, t'es un kid, tu sais. Puis à savoir si c'est la présence du précepteur ou c'est parce que l'enfant qui a grandi. En tout cas, tout ça, c'est comme, il y a beaucoup, beaucoup de layers dans cette affaire-là. Oui, vraiment. Il y a beaucoup de... Aussi, check la belle shot. Il y a beaucoup de shots, vraiment, où est-ce que l'utilisation des lentilles à grand angle, en fait, avec une énorme profondeur de champ,
Puis c'est super bien fait. En fait, c'est impressionnant, même, je dirais, visuellement. Là. C'est rare qu'on voit des shots comme ça aujourd'hui où est-ce qu'ils utilisent des grands angles de cette manière-là. C'est vraiment super bien fait. Mettons, James Wan, c'est un gars qui fait ça beaucoup, justement, puis il est très inspiré de ce style cinématographique-là, je pense. Ouais. Puis, tu sais, c'est ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, avec notre regard moderne, on a vu plusieurs films d'horreur aussi, puis avec ces grands angles-là, tu fais juste tout le temps comme te méfier de l'arrière-plan, faire comme, y a-t-il quelque chose qui va sortir en arrière, y a-t-il quelque chose qui va faire peur, alors que non, puis tout ça fait en sorte que la tension grandit tout au long du film, puis... Il y a une belle shot de ça, d'un moment donné, la panique comme à l'étage avec le chandelier, puis... c'est ça, comme tu dis, à un moment donné, à Stas, puis tu te dis, ben, c'est sûr qu'il va y avoir un fantôme, puis il n'y en a pas, mais c'est autant épeurant que s'il y en avait un. C'est quand même assez réussi. Et voilà, là, c'est la shot qu'ils peuvent aller se déguiser, puis qui sont devenus la reine et le prince. Ça aussi, ça a été weird. Pourquoi qu'elle a dit, ça, on va faire comme si c'était ta fête, genre? Là, moi, je pense que c'était pour montrer qu'elle était comme conquise, elle était trop gentille, que les volontés, genre que les kids qui sont comme un petit peu fondamentalement égoïstes dans la patente, les kids, ils ont eu ce qu'ils voulaient, puis là, ils pouvaient fêter comme ils voulaient. C'est un petit peu comme la bacchanale de la gang à Moïse pendant qu'il était monté sur la montagne, aller chercher, downloader downloader du cloud les ordres du bon vieux père. J'ai trouvé ça aussi bizarre que... Tu sais, d'habitude, dans ces films-là, d'espèces de possession, entre guillemets, il y a les personnes possédées, ils font des actions, mais là-dedans, c'est plus comme des attitudes ou tu sais, quand elle dit « tu la vois-tu? » Ben, peut-être qu'elle la voit puis qu'elle le dit pas, mais peut-être qu'elle la voit pas aussi, tu sais, puis c'est comme cette espèce de négation-là qui crée la tension. J'ai trouvé ça pas mal bizarre que genre l'espèce de parler prenne autant de place, tu sais, parce que il y a peut-être un moment donné où on a comme un indice que c'est peut-être le kid qui aurait tué l'autre en gelant les marches d'escalier. Tu sais, on a un petit peu ce feeling-là, mais je pense pas que c'est ça. Non, c'est ça. C'est vraiment beaucoup. Tu sais, je pense que justement, c'est vraiment comme. Encore là, on parle énormément d'ambiguïté, puis on revient toujours à ça, mais en bout de ligne, ça peut être autant que il y a des fantômes dans cette maison-là qui possèdent ces enfants-là, qu'il y a des enfants qui ont des amis imaginaires qui se sont créés parce que leurs parents sont morts, qui ont été mis avec une femme schizophrène pour s'occuper d'eux autres, puis que dans les amis imaginaires des enfants, elle voit des affaires pour vrai parce qu'elle a une maladie mentale. Ça peut être toutes ces affaires-là. Puis il n'y a aucun moment dans le film qui dit clairement c'est ça qui est en train de se passer. Oui, c'est à l'interprétation de chacun. Ouais. Oh oui, c'est une très belle réussite. Ça doit bien sortir en pièce de théâtre aussi. J'ai l'impression que voilà, là, c'est une histoire qui est comme plus vieille qu'elle est, là, dans le sens que du fait que c'est comme des archétypes aussi. C'est beaucoup de passer des concepts dans le sens que le fait que je pense que le nœud principal du film, c'est comme l'éducation du petit gars. Puis, je veux dire, ça a tout le temps été un problème pour toute l'histoire de l'éducation des enfants. Fait que j'ai l'impression que c'est une histoire qui est plus vieille que ce qu'elle est quand tu la prends de cet angle-là. J'ai rien d'autre à dire. J'ai trouvé que la finale était peut-être un petit peu... j'ai pas compris. Genre, je comprends pas pourquoi il fallait qu'il meure, le kid, à la fin. Me semble que ça aurait été correct qu'il fasse juste snapper out of it, là, mais je vais peut-être manquer quelque chose. Là. Ben, c'est ça, c'est comme autant Flora est comme mise, tu sais, plus en sécurité, Flora, parce qu'elle a moins été touchée, était probablement plus jeune, mais Miles, qui était plus vieux lorsque ses parents sont décédés, qu'il y ait une emprise comme ça sur lui, que Peter Quint a autant d'emprise sur lui, ne pouvait que culminer en la seule façon de retirer cette emprise-là, c'est comme l'emprise va continuer jusqu'à la mort de Miles, en fait. Fait que, puis c'est une emprise tellement forte, tu vois qu'il y a une espèce de tug of war entre la nouvelle gouvernante puis Miles, puis savoir si Miles va pouvoir revenir, tu sais,
va pouvoir être avec Flora, puis avec tout le monde, puis avec les vivants surtout. Puis non, la psyché de Miles s'est arrêtée à comme... Après Peter Quinn, c'était fini. Là. Puis on en a parlé un petit peu dans un certain angle aussi, mais je pense que tout l'aspect, justement, le film s'appelle The Innocents, le thème de l'innocence dans ce film-là est abordé de plusieurs façons différentes. Puis il y a la partie, justement, l'innocence qu'on assume, qu'on suppose, qu'on présuppose des enfants. Puis ce qui fait qu'on leur permet des choses, puis quand ils font des choses qui semblent pas innocentes, on est confus, en fait. Oui. Puis je pense que ça joue énormément dans l'état psychologique du personnage principal. C'est le fait qu'elle voit les enfants comme des êtres innocents. Donc, s'ils font des choses qui ne paraissent pas innocentes, c'est clairement qu'il se passe quelque chose de plus sinistre. C'est sûr. S'il n'y a pas l'impression de l'héroïne, il n'y a pas de problème dans le film. Genre, puis, en fait, au-delà de ça, a été renvoyé pareil. Oui. Mais au-delà de ça aussi, il y a le concept de justement l'innocence, dans le sens où l'espèce de réelle innocence, justement, le côté très impressionnable d'un enfant, le côté très magique, pensée magique d'un enfant aussi, où est-ce que ils font des affaires, justement, où ils vont recevoir de l'information et prendre ça pour du cash parce qu'ils sont innocents, littéralement. Pas parce qu'ils sont niaiseux, mais parce qu'ils manquent du stock. Fait que quand tu leur donnes du stock, ils prennent le stock. Fait que on voit beaucoup ce jeu-là à travers du film aussi, où est-ce qu'elle... justement, la scène qu'on est en train de voir, pour ceux qui n'ont pas la couleur à la maison, la scène dans laquelle ils sont en train les deux de regarder le lac, puis elle voit quelque chose, elle a l'impression que la petite fille voit quelque chose de l'autre bord du lac. Fait qu'elle commence à regarder de l'autre bord du lac. Puis là, la petite fille se retourne, puis elle la regarde, puis elle dit est-ce qu'elle voit quelque chose de l'autre bord du lac? Fait qu'elle se retourne de l'autre bord du lac. Fait qu'elle, elle joue dans le jeu parce que c'est un enfant. Puis elle voit un adulte qui est en train de regarder dans une direction. Fait qu'elle commence à regarder dans cette direction-là. Elle est confuse, elle ne comprend pas ce qui se passe. Puis là, elle voit quelque chose de l'autre bord du lac. Finalement, la gouvernante finit par voir quelque chose de l'autre bord du lac au bout de cet échange-là qui peut aller dans un sens comme dans l'autre. Ouais. Moi, ça j'ai trouvé que c'était quand même un pivot très important que la gouvernante accepte ou voit ou qu'elle embarque du côté de la nouvelle de l'héroïne. Parce que là, la gouvernante, c'est la droite, là, la vieille madame. Ah non, ça, c'est la cuisinière, en fait. La cuisinière. Ouais, c'est ça. OK, désolé. Donc, la gouvernante, c'est la cuisinière a accepté, a embarqué dans le jeu ou a vu pour vrai un fantôme de l'autre côté. Je pense que c'est même pas important. Mais c'est pas vraiment clair qu'elle voit quelque chose non plus. C'est peut-être parce qu'elle n'arrêtait pas de parler de vision. Puis c'est ça. Mais c'est comme... On sait pas. C'est en fait, la cuisinière parle beaucoup de genre, il y a quand même une présence qui reste de Peter Quinn puis de l'autre préceptrice, que l'autre professeur. Puis cette présence-là reste, peu importe, quand deux personnes partent comme rapidement, c'est sûr que la présence va rester dans la maison, à savoir si la cuisinière voit d'autres affaires, outre que genre ressent encore certaines habitudes que les anciens, que ceux qui sont partis ont laissées. Mais la cuisinière, on n'est pas sûr si elle voit d'autres choses ou si elle fait juste comme premier niveau de présence. Là. Fait que, c'est ce que j'aime, c'est comme... T'es jamais sûr à qui tu peux te confier là-dessus puis qui va pouvoir te répondre à l'affirmative ou comme corroborer tes dires. Il n'y a jamais rien de clair dans ce manoir-là. Une affaire que j'ai trouvée aussi assez perplexante, c'est qu'ils disent 2-3 fois qu'il y a comme d'autres servants puis d'autres cuisiniers, mais on les voit jamais. Puis même à un moment donné, elle dit est-ce qu'il y a d'autres personnes qui habitent le manoir, bien entendu, à la place de, à part les deux servants. Puis, mais tu sais, je veux dire, on les voit jamais. Il n'y a pas de conséquences à la présence de ces personnes-là. J'ai trouvé ça drôle parce que le film il était comme en train de nous dire qu'il y avait déjà des fantômes dans place, mais sans qu'il y en aille. Fait que peut-être qu'ils sont même pas là. Ou je veux dire, j'ai trouvé ça weird qu'il insiste 2-3 fois sur la présence de personnages qu'on voit jamais. J'ai trouvé ça quand même spécial. Yes.
Ouais, vraiment. T'es avec le chandelier. Dans ce temps-là, c'est ça qu'il faisait, hein, pas de spotlight. Il va pas sortir Ouais, son il y a téléphone. des fois, il y a une scène en particulier où est-ce qu'elle est dans sa grande jaquette souple, puis elle est en train de s'occuper d'un feu avec le poker, puis Hein? Ouais, t'as boy, peur, hein? Chris. C'est ça. Puis en plus, dans ce temps-là, le SprayNet, il y avait des CFC. Là, fait que, Ouais. écoute, fait que vous autres, la finale, pourquoi? OK, c'est le lien avec le kid puis Peter Quill qui était pas fin. Peter Quill, il va-tu revenir? Hmm, Ben, moi, je pense que c'est fini pour cette histoire-là. il y Genre, a, il y a un prequel qui existe de ce film-là avec Marlon Brando qui s'appelle The Night Stalkers, comme quelque chose du genre, je me souviens plus. Ouais, et c'est réellement, supposément, un vrai The Nightcomers. Et c'est réellement un prequel de ce film-là, OK. officiellement, là, qui parle ouais. de, justement, les deux anciens, leur relation, etc. OK. OK. Il paraît que Marlon Brando a un des pires accents britanniques de l'histoire du cinéma Oh dans ce non! film-là. Ouais. Le Oh très non! versatile Marlon Brando. Hein, Ouais, voilà. Plus ou moins fort que celui qui joue dans Mary Poppins. Ah, c'est Dick Van Dyke. ouais, Dick Dick Van Van Dyke, ouais. Dyke, ouais. Ouais. Ben écoute, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais on pourrait les comparer, j'imagine. Hein? Fait que, moi, je le conseille certainement. Là. Je serais autour de 7,2. Là. C'est un film de dialogue. Je pense que ça se réécoute peut-être moins bien que d'autres, là, mais il y a tellement des belles shots, ces genres de patentes. Tu mets ça en background dans un party d'Halloween avec des tunes par-dessus, là, puis tout le monde te trouve un génie. C'est sûr et certain. Oh, tabarnak. All right. Moi, j'ai trouvé qu'au-delà de tout ce qu'on a dit aussi, une chose qu'on n'a pas vraiment beaucoup, de laquelle on n'a pas beaucoup parlé, c'est que c'est un film de 1961 qui Yes. est un film d'horreur et qui est épeurant pour vrai. Puis ça, c'est rare qu'on voit ça. C'est rare qu'on voit des films que je trouve comme qui sont efficaces pour vrai d'un point de vue de l'horreur. Puis c'est un film qui est très efficace d'un point de vue de l'horreur. Je l'ai regardé avec ma copine qui ne regarde pas beaucoup de films d'horreur. Qui n'a pas vu beaucoup de films, même, disons, dans la vie. Hein? Et quand on l'a commencé, elle a dit ah, mais 1961, ce ne sera pas épeurant. Et puis, au milieu du film, elle était collée sur moi, puis elle ne regardait pas des bouts. Puis, puis quand on a fini le film, elle a dit c'est le film le plus cool que j'ai vu de ma vie. Ah, Ouais. tabarnak, hein? Fait que, ouais, ma blonde, vous avez le vote de confiance de ma blonde et moi, je lui Yes. accorde la note plus 7,8 sur 10. Bon, on est dans la zone, toi, Florence? Yes. Moi, c'est vraiment comme pile poil mon jam, ce film-là. Quand je l'ai. En fait, la première fois que je l'ai écouté, je suis tombée sur le cul, là, littéralement. Puis je trouve que pour 1961, ça tire son épingle du jeu. Fait que pour moi, c'est du 8,5. Genre, Ah, je l'ai. vous m'avez convaincu, je vais monter à la note à Bruno, moi, plus 7,8, parce que c'est vrai que c'est solide. All right. Très bon film d'horreur qui vieillit très bien. Scénario de Truman Capote. Ouais. Scénario de Truman Capote, on voit vraiment la nuance qu'il y a moins un peu dans Breakfast at Tiffany's, mais quand même. Hein? Voilà. Puis, je tiens à mentionner comme la scène qu'on est en train de regarder présentement où Miles est dehors, lorsqu'il se fait tirer à l'intérieur, il cachait une statue derrière. J'ai trouvé comme la cinématographie plus. Puis même, la statue qui était comme juste à côté, c'est la statue à la fin où Peter Quint y apparaît pour disparaître après. Fait que tout est lié dans Les Innocents de 1961 du réalisateur que vous checkerez sur Wikipédia. Vous vouliez parler aussi un petit peu d'une série récente qui reprend le même scénario, si j'ai bien compris. C'est ça ici, là. Oui, qui s'appelle The Haunting of Bly Manor, qui est la deuxième série de Haunting of Hill House qui avait été partie par Mike Flanagan. Et dans cette saison-ci, nous reprenons le conte de Turn of the Screw. Et The Innocents a été une très grosse base pour ce film-là, jusqu'à la toune de The Innocents, qui est repris par Flora, qui est de retour
joué par une autre actrice, bien entendu. Puis, mais sauf que là, cette fois-ci, ça se passe dans les années 80 et l'histoire, en fait, du manoir remonte à la Restauration, la période de la Restauration en Angleterre, qui était une période quand même assez trouble. Puis, on va aussi, dans le manoir, explorer les différentes personnes qui habitent le manoir et les différentes entités aussi qui coexistent avec le manoir. Puis j'ai trouvé que c'était une bonne réadaptation de la nouvelle originale, où on a encore la gouvernante qui elle aussi a beaucoup de choses à régler de son côté, mais la gouvernante vient pour prendre en charge Flora et Miles, et tout le monde a des choses à régler dans ce manoir. Oui, effectivement. On est encore là, un peu comme dans Hill House. On est dans une série à multitude de personnages qui ont tous leur propre démon, hein, à conquérir, c'est tout le temps ça dans à une série combattre. télé aussi. Ouais. Faut que tes personnages... Ouais. Et mettons, l'influence spirituelle des fantômes vient un peu appuyer thématiquement. Je dirais, moi, déjà en partant, et là, je ne compare pas à The Innocent, je vais commencer par comparer à Hill House. Je dirais, thématiquement, je pense mieux que Haunting of Hill House. Haunting of Hill House fonctionnait bien thématiquement, je pense, puis c'était quand même une des forces de la série. Mais je pense que celui-là est encore mieux construit d'un point de vue thématique que Hill House. On sent vraiment... disons que les thématiques sont plus riches, je pense, que dans Hill House. Dans Hill House, on parlait de deuil, hein, beaucoup. Puis c'était pas mal ça tout le long. Puis ça s'enrichissait un petit peu, mais c'était toujours un peu comme dans le même ordre d'idée. Là, on voit vraiment plus des aspects extrêmement différents de thématiques plus riches, un peu, je trouve. Puis j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment, vraiment bien à ce niveau-là. On parle encore de vie et de mort, là, on s'entend. Là, on parle encore de début et de fin, mais je pense qu'on parle un peu plus de début. Puis ça, c'est intéressant. Je pense que quand on parle de mort dans celui-là, il y a des aspects, disons, plus spirituellement riches que juste le deuil, en fait, qui sont explorés, je pense. Fait que, ouais, c'est ça, je trouve que ça fonctionne mieux à ce niveau-là. C'est ça, on dirait que la saison 1 qui parlait vraiment du processus de deuil, maintenant la saison 2, c'est s'attarder à, oui, mais le deuil est entraîné par quoi, en fait? C'est la perte d'un sentiment X, puis la perte d'une personne, mais aussi la perte que cette personne-là entraînait, le sentiment que cette personne-là entraînait. Puis j'aime beaucoup que les personnages, en fait, on explore vraiment plus les personnages, puis surtout leurs émotions. Puis j'aime qu'on s'attarde à ces personnages-là, puis c'est surtout comme l'émotion qui est véhiculée, qui nous est comme beaucoup transmise. En fait, la ligne émotionnelle de cette affaire-là fait beaucoup de changements de Haunting of Hill House. Bly Manor vient beaucoup jouer sur un sentiment en particulier qu'on oublie aussi dans le processus de deuil. Je ne le nommerai pas, c'est assez prévisible, mais c'est un sentiment qu'on oublie souvent dans un processus de deuil. Puis c'est surtout que c'est un sentiment qui est de base. Puis j'ai bien aimé qu'on revire ça sur... oui, il y a le deuil, mais il y a aussi ça. Fait que en tout cas, bref, pour moi, ça a été un petit baume, cette série-là. Je dois avouer que c'est rare que j'ai aussi peur pour une série, parce que faut le dire, là, c'était peurant, là. C'est une série de peur. Puis j'ai eu peur, puis il y a aussi le fait que ça m'a beaucoup, beaucoup touchée, puis c'est rare que j'ai peur puis que je pleure. Fait que, puis je vais le dire, là, j'ai pleuré à la finale de la série. Mais comme une madeleine. Là. Fait que j'ai bien dormi cette soirée-là. Là. Je dirais que, disons que si on veut le comparer à The Innocent, je pense que j'ai vraiment beaucoup catché quelque chose sur Mike Flanagan, en fait, en regardant cette série-là, que j'aurais dû catcher probablement un peu avant, mais que j'ai vraiment catché là. Mike Flanagan, c'est également le gars qui a réalisé
Doctor Sleep, Yes. la suite de The Shining, qui est une suite au roman et une suite au film en même temps. Il a essayé de faire les deux un peu. Je pense qu'on avait parlé de ça. Ouais. Ouais. Et quand je l'ai vu, ce film-là, j'ai fait c'est le fun, mais c'est bizarre. C'est bizarre comme suite au film de Shining, un peu. Tu sais. Puis, c'est comme si j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et pourtant, ça me semble vraiment évident aujourd'hui. Je pense que Mike Flanagan, c'est un gars qui aime beaucoup le cinéma, justement, ambigu. Parce que The Shining, c'est un film qui est aussi extrêmement ambigu, hein? Peut-être au même niveau, probablement, que The Innocents. Hein? On parle du même genre d'ambiguïté. Donc, qui aime beaucoup le cinéma ambigu, mais qui n'aime pas en mettre dans son cinéma. Il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté en général d'un point de vue narratif dans ces trucs et cette série-là ne fait pas exception. C'est des fantômes. Puis c'est une maison hantée, puis les fantômes, ils ont des règles. Puis on est vraiment comme, tu sais, on est dans un film de maison hantée avec des fantômes qui ont des pouvoirs différents, puis qui ont des règles. Puis, tu sais, fait que c'est vraiment je trouve que c'est très loin du film, quand même, à ce niveau-là, parce qu'on est basé sur la même histoire, mais au-delà de ça, moi, je trouve que juste comme, ouais, d'un point de vue même thématique, c'est pas vraiment les mêmes thématiques qui sont explorées non plus. Non. Fait c'est vraiment juste, moi j'ai l'impression que c'est un point de départ plus qu'autre chose. Il y a quelques éléments cosmétiques, je pense, qui sont empruntés du film, mais ça s'arrête là pour moi. J'ai vraiment trouvé qu'on était. Puis je trouve ça le fun, là. Je ne suis pas en train de disser sur Hunting of Bly Manor. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon parce que c'est pas ambigu. C'est correct, des affaires structurées avec une histoire claire, puis des personnages, puis des arcs, puis tout ça. J'aime ça même en général. Fait que oui, j'ai trouvé ça justement très intéressant comme manière de faire un remake, d'y aller comme dans une autre manière de faire complètement. Puis je trouve que c'est souvent les meilleurs remakes, en fait. C'est ceux qui n'essayent pas trop. Non, c'est ceux qui font une adaptation. En fait. Ouais, une vraiment. réadaptation. Vraiment. Fait que oui, je dirais que moi, la seule affaire, en fait, que d'un point de vue narratif, j'ai trouvé qui marchait pas qu'il ne marchait pas, mais qui m'a comme laissé sur ma faim un peu. C'est le fantôme qui, et là on est plus spoiler, là, le fantôme qui hante le personnage principal, qu'on découvre plus tard que c'était son chum, puis qu'il était supposé de se marier, puis quand il est mort, elle était sur le point de le crisser là. Elle venait juste de le crisser là quand il s'est fait rentrer dedans par un char, tout ça. Ouais. Donc, il y a toute cette histoire-là qui est expliquée. Ce fantôme-là est énormément présent, puis il la hante, elle, en tant que personne, on s'entend. Et ce fantôme-là n'entre jamais en jeu d'un point de vue narratif, en fait. Et ça m'a comme laissé sur ma faim un peu. Je m'attendais un peu à ce qu'à un moment donné, ce fantôme-là entre en jeu narrativement, vraiment dans le... Je parle plus dans la narrative, justement, qui incluait des fantômes, hein? Parce qu'il y avait vraiment une narrative qui inclut des fantômes. Les fantômes sont des personnages à part entière dans cette série-là. Tu pourrais écouter juste les bouts avec des fantômes, ça ferait comme une histoire. Ça ferait comme une histoire quasiment, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est... Quand lui, à un moment donné, à la fin de la série, il disparaît, puis on le revoit plus, puis il revient pas pour la fin, il revient pas dans la scène où est-ce que tu te dis, ce serait le moment où est-ce qu'il devrait revenir, là. Puis là, il revient pas dans cette scène-là non plus, puis là, j'étais comme confus un peu, en fait, que ce soit pas résolu, que ce personnage-là ne soit pas résolu. J'ai l'impression que ça a été coupé, quasiment. Oui, ben, moi aussi, je dois dire qu'au départ, ça me chicotait jusqu'à temps que, comme, tu sais, elle a eu une. Tu sais, ça, genre, pour le personnage principal, je pense que ça marche aussi si on prend ça du point de vue où, genre, là, elle a une coupure, elle a, tu sais, sa ligne, en fait, elle arrête. Elle se sent coupable jusqu'à temps qu'elle arrête de se sentir coupable, puis qu'elle décide de, genre, là, c'est assez, tu sais. Fait que pour moi, j'ai fait comme. Ouais. Ça peut marcher, tu sais. Ben, ça peut marcher, mais justement, je pense si on avait été dans quelque chose de plus ambigu, en général, ça aurait marché, mais vu que tout est très clair,
C'est vraiment ça. C'est pour ça, en fait, que ça m'a comme. Ça m'a pas plu, je pense. Ouais, c'est ça, parce que je me disais, ben oui, OK, ça marche d'un point de vue émotionnel, thématique, tout ça. Mais d'un point de vue narratif, ça marche pas. Et c'est une série qui est extrêmement narrative. Fait que je trouvais ça plate de prendre un élément narratif comme ça, qui était quand même assez fort aussi. C'est un élément visuellement fort. C'est un élément qui à un moment donné aussi, tu as l'impression qu'il. Il y a un bout à un moment donné où est-ce que je le regardais avec ma blonde aussi, puis elle dit ben là, on a catché, là. Fait que là, je suis comme, ouais, mais je suis comme, OK, mais d'après moi, c'est parce qu'ils vont faire quelque chose avec ce personnage-là, tu sais. Ouais, là, je comprends, ouais. Puis là, à un moment donné, tu fais comme, OK, on a catché, puis là, ils font rien avec le personnage. Fait que c'est un peu bizarre d'avoir passé autant de temps sur un élément qui, en bout de ligne, ne sert à rien d'un point de vue narratif. En tout cas, c'est ça. C'est ma petite critique scénaristique, disons, que j'aurais probablement faite en lisant le scénario, en leur disant, ouais, mais lui, il arrive quoi avec lui, là? Oui, mais tu sais, ça pouvait aussi être une métaphore de genre de notre héroïne qui est dans le placard puis qui s'accepte même pas, en fait, qui ose même pas aller. Mais ça pourrait, si ça n'avait pas été établi dans un flashback que ce gars-là, c'est son chum, qu'elle allait marier, que, tu sais, je veux dire, il y a trop, malhabile. Il y a trop de backstory pour qu'il arrive à rien avec ce personnage-là. Oui. Effectivement. Ça me faisait penser au backstory qu'il avait mis dans Lights Out. Là. Oui. Que finalement, c'est un fantôme d'électricité, d'électrochoc, de fuck you. Là. Ouais. C'est pas si fait que ça, on s'entend. Là. Ouais, non, mais comme Lights Out. C'était plus parce que je trouvais ça juste comme ça servait à rien de mettre du backstory, puis je trouvais que ça servait à rien de mettre du backstory à ce personnage-là s'il allait juste s'en servir comme. Ouais, ben tu sais, déjà là, pour moi, je vais revenir un peu sur Lights Out, même si c'est pas le point, là. Mais c'est... en fait, pour moi, Lights Out aurait juste dû rester le court-métrage. Ouais. Je pense que le court-métrage disait tout ce que ça devait dire. Mais genre, voilà. Ouais, même niveau de backstory, là, c'est genre, une fois que t'en beurres épais, t'en beurres épais. Cela dit, on est dans une série avec des épisodes qui se suivent, mais c'est quand même... c'est 10 épisodes de 55 minutes. Ouais, mais c'est quand même... Ben oui, mais là, t'as regardé tout Mr. Robot. T'es capable de regarder 10 épisodes de 55 minutes. C'est surtout que ça finit après 10 épisodes. C'est la fin. T'as pas besoin de continuer à regarder. C'est fini après. C'est la même histoire. Cela dit, c'est relativement... C'est une chose qui suit, mais c'est relativement épisodique quand même. Et il y a des épisodes qui sont très stand-alone, et un en particulier. Qui est le background un peu de la maison, en fait, et du premier fantôme qui a hanté la maison, et ça dévoile beaucoup d'informations sur mettons, le fantôme principal de la maison. C'est un excellent épisode. C'est un épisode qui n'a pas vraiment de lien avec nos personnages. C'est lequel, à part, ça, si, mettons, j'en ai plein mon casque après 2 Je pense que c'est le 8e épisode. OK. Mais ça se peut qu'il te manque des informations pour catcher ce qui se passe dans cet épisode-là, par exemple. Okay. Mais cela dit, excellent épisode en noir et blanc. Tourné vraiment de façon extrêmement différente du reste. C'est de la grosse job. La série n'est pas toute réalisée par Flanagan. D'ailleurs, cet épisode-là a été réalisé par une dame qui s'appelle Axel Caroline. Et je fais juste la name dropper là parce que je ne la connaissais pas. C'est une actrice aussi. Elle a joué dans un film qui s'appelle Soulmate. Puis c'est ça. Elle a réalisé un film qui s'appelle Soulmate, puis elle a joué le personnage Doorway Demon dans Don't Kill It. Et donc, je ne sais pas d'où elle sort, mais elle a fait de la crise de bel job sur cet épisode-là. Voilà. Donc, chapeau. Axel Caroline, c'est quand même un nom assez particulier. Ouais. Est-ce qu'on arrive au bout de l'aventure? On va avoir quand même fait 1h10. Moi, écoute, je ne suis pas série, mais je vais faire un effort. Là. Si je l'écoute au complet, Florence, tu vas m'en devoir une en sacrement, par contre. C'est ça, je vais t'en proposer une série, moi.
All right. Voulez-vous donner une note, puis on termine l'émission? Allons-y. Moi, pour l'effort et pour la qualité et pour le fait que je ne me suis pas ennuyé vraiment, en fait, tout le long de cette affaire-là, quand même s'il y a des bouts où est-ce que je trouvais ça pas niaiseux, là, mais tu sais, des fois, Mike Flanagan, ça devient campy presque, là, tellement que c'est. Mais en tout cas, fait que. Mais quand même, dans le moins campy qu'il est capable de faire, je lui donne la note de plus 7,1 sur 10. Oh! Oui, puis ben, pour moi, pour la série au complet de Bly Manor, pour son ensemble, pour les personnages, pour l'histoire, comment les twists arrivent, puis pour vraiment la personnalisation de chaque personnage, toute la caractérisation, je donne un 7,5. Ah bon, ben voilà, c'est dit. C'est dans les mêmes veines. Je vais faire mon possible pour l'écouter. Merci les amis pour ce nouveau Critique Exquise. Merci à vous aussi, nos amis auditeurs qui nous écoutent. Hein. Ça fait plaisir, on peut dire. Voilà. Ben oui. On va se décider. Je pense qu'on est peut-être dû pour un film à 3, hein, quand on écoute chacun notre bout. Puis, ouais, si. On devrait-tu faire Hard Kill avec Bruce Willis? Ça me tente. Voilà, on fait ça pour dimanche prochain. Tu nous diviseras ça en 3 parties. Merci tout le monde d'avoir écouté l'émission. Donc, merci à Martin. Merci à Milan qui devrait faire le montage. Et puis, voilà, allez voir. On est disponible sur Spotify. Puis, je pense que c'est ça. Hein? Mon nom, c'est Tommy. Puis, j'étais avec Bruno et Florence. Puis, on vous souhaite l'excellente bobine. Ça prise tout. Bye. Bye.